Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Judith. Je suis une allothérapeute pour la clinique de santé respiratoire des Sommets depuis 2019. Je suis une allo depuis 2010. Donc, commence à faire de l'âge un petit peu. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, dans le fond, les conséquences de l'apnée du sommeil qui est non corrigée. Je sais qu'on en parle souvent, mais on n'en parle jamais assez. Donc, l'apnée du sommeil non traitée ne se limite pas juste au ronflement, à la fatigue, au coup de coude du conjoint qui dit qu'il ne dort pas. Elle peut entraîner vraiment plusieurs conséquences sur le corps, puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer dans toutes les explications, il faut comprendre certaines choses. Le corps, c'est une machine qui est super complexe, puis rien est laissé au hasard, puis chaque chose va entraîner un autre. Il y a toujours une corrélation avec autre chose. C'est pour ça que j'ai mis un bonhomme mécanique. En fait, si je mets du sable dans un engrenage, il n'y a pas juste une roue qui ne marchera pas, il y en a plusieurs qui ne marcheront pas. Puis c'est pour ça aussi que malheureusement, on n'est pas toutes faites pareil. Donc, ça se peut que ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne vous touche pas, ça l'a touché votre voisin, ça ne touche pas l'autre personne. C'est comme aller à la pharmacie. Quand on va à la pharmacie, ben, il y a plein de médicaments qui font plein d'affaires, puis ils sont pas bons pour tout le monde. Euh, En parlant de médicaments, là, je vais faire une petite parenthèse. Souvent, on prend un médicament, on regarde la liste de tous les effets secondaires, puis on se dit, crème, moi, je ne veux pas prendre ça. Ça l'amène bien trop de conséquences. Le corps, les cellules, quand ils se parlent, ils envoient des petits produits chimiques qui vont rentrer dans les autres cellules pour dire voici l'action qu'il faut faire. Je compare un petit peu le principe là, des cellules qui se parlent entre eux autres avec des clés puis des serrures. On a tous expérimenté une clé qui rentre dans la serrure, puis ça tourne pas. Ben, c'est un peu le même principe avec les médicaments, avec les effets secondaires, avec les effets du corps. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont plus de serrures, il y en a qui ont plus de différentes serrures, fait qui ont moins d'effets secondaires. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment mentionner que ce que je dis aujourd'hui, c'est des conséquences possibles. C'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes conséquences. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on a tous besoin de sommeil. La quantité nécessaire d'une personne à l'autre peut changer, mais on a tous besoin d'un sommeil qui est réparateur à un certain point. Pour parler du sommeil puis des conséquences qu'un mauvais sommeil peut avoir sur notre corps, il faut comprendre les stades de sommeil. Les stades de sommeil, il y en a quatre. Le sommeil, on peut parler en fait du stade léger, du stade lent, du stade profond et le sommeil paradoxal. Puis le graphique que je vous ai montré, je vais prendre un petit pointeur, je pense que comme ça ici. Fait qu'on voit dans le petit graphique ici que le sommeil lent profond, il n'est pas représenté pareil d'un cycle à l'autre. Et c'est normal. Le cycle du sommeil ou le train du sommeil, comme on voit beaucoup dans la littérature, le train, il repasse. On le fait trois à quatre fois habituellement par nuit. Et chaque cycle est important parce que les stades vont être plus grands, plus petits du moment où est-ce qu'on va se coucher au moment où on se réveille. Fait que toute la nuit est importante. Les rôles des stades de sommeil, en fait, grosso modo, le sommeil léger, le stade 1 et le stade 2, c'est une stade de transition entre l'éveil et le sommeil. Fait qu'on va régulariser le système nerveux à ce moment-là, on va récupérer un petit peu les fonctions mentales, on va consolider aussi un petit peu la mémoire. Mais c'est surtout qu'on va passer entre le stade éveillé au stade plus profond. Le sommeil profond, le stade 3, c'est le stade de réparation. Fait que c'est là que on régénère, on va grandir pour ceux qui n'ont pas fini de grandir, on va réparer les cellules. C'est là aussi que les hormones sont produites. Il y a une régularisation des hormones qui se fait à ce moment-là. On va aussi renforcer le système immunitaire.
Le REM ou le sommeil paradoxal, c'est là que l'activité cérébrale est le plus importante. On l'appelle le Rapid Eye Movement, le REM. Les yeux vont bouger extrêmement vite quand on regarde quelqu'un qui dort parce que le cerveau, là, l'ordinateur, il est en train de compute, comme on dit en anglais. Il est en train de tout ramasser l'information puis de générer justement tout ce qu'il faut, les petits rapports, tout ça. Donc, c'est là qu'on renforce vraiment le plus la mémoire. On va avoir aussi une gestion des émotions qui va se faire à ce niveau-là. Et tout l'apprentissage se fait dans cette catégorie-là du sommeil. Fait qu'on s'entend que j'en enlève un là-dedans, il y a quelque chose qui va pas bien le lendemain. Pour toute personne qui ont déjà été à l'école, quand on a un examen puis qu'on dort 4 heures parce qu'on a passé la nuit à étudier, bon, on se ramasse avec un déficit en sommeil. Puis tout le monde va le dire, on a des troubles de l'humeur. Il y en a que ça va être plus dépressif, il y en a d'autres qui vont créer plus d'anxiété. On a une perte de motivation, une perte d'attention. Il y en a qui vont avoir des sauts d'humeur, de l'irritabilité. On a la mèche un petit peu plus courte à ce moment-là parce que justement, on n'a pas bien dormi. On peut aussi avoir de la somnolence dans la journée, donc les yeux qui cognent des clous. On peut avoir des pertes de concentration ou de mémoire. La vigilance aussi va être réduite. On va avoir un temps de réaction beaucoup plus lent, ce qui va amener des risques en fait d'accident de la route. Puis évidemment, ben, tout le travail qu'on fait dans la journée ben, est un peu moins efficace parce on est slow-mo. L'apnée du sommeil, lui, ce qui va amener en plus d'un déficit en sommeil, en fait, le pourquoi qui amène le déficit, c'est que l'apnée du sommeil, c'est un trouble qui va entraîner une diminution ou l'arrêt complet du flux d'air plusieurs fois par nuit. Fait que quand que l'oxygène descend dans votre sang, ben, le cerveau, lui, il doit se réveiller pour relancer la respiration, pour comprendre pourquoi que ça ne rentre plus. Vous n'avez pas nécessairement ouvert les yeux, mais le cerveau a changé de stade de sommeil. Puis évidemment, ben, la diminution du flux d'air entraîne l'oxygène qui va baisser, qui lui amène un paquet de conséquences sur le corps en général. On va les appeler désaturation quand on regarde les rapports de sommeil, mais on dit que le corps va tomber en hypoxémie, donc qu'il y a un taux d'oxygène plus bas dans le sang. L'importance de l'oxygène. L'oxygène, dans le fond, c'est le carburant de la machine. Pas de carburant, on va pas bien, bien loin. J'ai sorti une petite image, là, je me sortais encore mon petit pointeur. Habituellement, quand on est réveillé, mais même endormi, on respire, on prend l'oxygène qui est dans l'air et nos poumons l'envoient dans les cellules rouges, qui sont en fait les petits transporteurs de l'oxygène. Donc, on voit une cellule rouge sans oxygène, une cellule rouge avec oxygène. Puis déjà, le graphique est plus ou moins exact, là. Il devrait avoir 4 oxygènes par cellule rouge. Ça s'en va par la suite aux organes, donc aux tissus, au cerveau, à tout ce qu'on peut penser en fait. Et il y a un échange qui va se faire. On prend l'oxygène et on redonne du carbone, du dioxyde de carbone qui va reprendre le petit train, puis va aller au poumon, puis on va l'expirer. Donc, c'est vraiment le cycle là, qui se fait normalement. Mais quand on dort puis qu'on fait de l'apnée, ben, l'air, l'oxygène, elle ne peut pas aller dans les cellules, puis ça amène un stress sur tout le reste de l'organisme parce qu'il ne peut pas se nourrir. Le cerveau, en fait, c'est lui qui va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Ben, je dis beaucoup de problèmes, le corps aussi, mais c'est lui qui est un peu la personne ben, qui va contrôler tout le reste. Fait que le cerveau, lui, c'est lui qui veut avoir le plus d'oxygène dans la nuit pour justement éteindre les feux à gauche et à droite. Donc, c'est super important que le taux d'oxygène reste bon dans le cerveau. Le manque d'oxygène, évidemment, oups, je pense que voilà.
Le manque d'oxygène sur le cerveau, il va entraîner beaucoup de choses. La première, une diminution de la capacité à créer des nouvelles connexions. Les neurones, qui sont les cellules du cerveau, qui est dans le fond toutes les fils électriques qui s'en vont partout, qui vont faire des actions dans le corps, ben, là, s'il y a un manque d'oxygène, on ne peut plus créer des nouvelles connexions dans le cerveau. On ne peut plus non plus générer de nouvelles neurones. Fait que s'il y a une neurone qui est fatiguée puis on veut la remplacer, si on manque d'oxygène, ça ne se fera pas non plus. Puis il va y avoir une neuroinflammation qui, à la longue, peut détruire, dans le fond, la connexion entre les neurones, puis causer aussi la mort de certaines neurones. Fait que c'est pas à prendre à la légère. Le manque d'oxygène aussi, il va y avoir une corrélation avec l'apnée du sommeil parce que comme le taux d'oxygène, c'est sûr qu'il descend, mais on ne peut pas non plus donner le dioxyde de carbone. Il n'y a plus d'échange qui se fait avec les petits globules rouges là, qui circulent. Euh, Puis le taux de dioxyde de carbone va avoir un effet que beaucoup de gens ont déjà eu avec l'apnée du sommeil, c'est-à-dire des maux de tête le matin. Ils vont se réveiller là, avec la tête pleine, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de nettoyage de tout ce qui se passe dans le cerveau. Fait que le dioxyde de carbone qui est toujours présent, ben, il va s'accumuler, puis ça peut créer une pression un petit peu dans la tête. Bon, la pression artérielle aussi là, va amener ce maux de tête-là, mais le dioxyde de carbone aussi. Le manque d'oxygène aussi sur le cerveau, une partie qui est très sensible, c'est le lobe frontal, qui est très utilisé dans la journée. C'est lui qui, en fait, planifie les tâches. Fait que quand on a plein de choses à planifier, à organiser, ben, le lobe frontal, s'il a manqué d'oxygène, il ne fait plus ces connexions-là. On va avoir de la difficulté à planifier des projets aussi, d'organiser, bon, je dis, les tâches complexes, mais aussi d'organiser son travail de la journée. On n'est plus multitask, là, impossible, là, avec un lobe frontal qui est fatigué. Euh, Puis c'est plus difficile de s'adapter à une nouvelle situation. S'il y a un nouveau logiciel, il y a un nouveau quelque chose qui arrive dans notre journée de travail, ben on a de la difficulté à s'adapter à ça et retenir les informations aussi. Il y a une corrélation aussi là, chez les enfants qui font de l'apnée du sommeil. Souvent, on a facilement le diagnostic là, de TDA, un trouble d'attention que les enfants, mais des fois, c'est l'apnée du sommeil. C'est pas un TDA exact. Je dis pas que toutes les personnes qui ont un TDA, un diagnostic de TDA, sont pas des vrais TDA, mais des fois, avec l'apnée du sommeil, ils ont tellement de la difficulté à retenir l'information, d'organiser le travail, qu'ils ont de l'air un petit peu avec un trouble d'attention. Fait que des fois, les enfants, c'est un petit peu difficile de départir les deux. Le cerveau, en fait, là, il vient vraiment surcharger. Le déficit de sommeil répété par l'apnée du sommeil, il empêche tellement de traitement de l'information que c'est comme si on mettait plein de papiers sur le bureau, là, puis que là, ben, trouver l'information dans ce pile-là, bonne chance. Ça va être plus difficile, ça va être plus long à trouver l'information nécessaire. Fait qu'on finit un petit peu à avoir un déclin au niveau cognitif. Puis ça peut augmenter aussi chez les personnes âgées, puis même des gens vont faire un petit peu de démence si on ne corrige pas l'apnée du sommeil. La démence va prendre un petit peu le dessus. Est-ce que l'apnée du sommeil, c'est la cause principale de la démence? Non, mais elle va l'accentuer. Les études ont montré que les adultes atteints d'apnée obstructive du sommeil qui est non traitée ont 26% de plus de chances de présenter un déclin cognitif de 3 à 15 ans plus tard qui peut résulter par éventuellement une démence. Lorsque le cerveau travaille, il va faire des déchets toxiques. Je parlais du CO2 tantôt, mais il y a aussi d'autres types de déchets toxiques qui vont s'accumuler pendant la journée, puis on se sert du sommeil pour l'évacuer. Le principal qui est problématique, en fait, là, ça va être les protéines bêta-amyloïdes. Bon, je ne vous expliquerai pas comment ils se créent puis qu'est-ce qui arrive avec ça, mais
c'est la protéine impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est sûr que si on fait l'apnée du sommeil puis qu'on ne le traite pas, ben, on dit que ça peut entraîner le début d'une maladie jusqu'à 10 ans plus tôt. Fait que c'est quand même assez important, là. On voit vraiment une corrélation avec l'apnée du sommeil, l'Alzheimer, la démence. Fait que c'est pas à prendre à la légère non plus. Est-ce que toutes les personnes qui font de l'apnée du sommeil vont faire de l'Alzheimer? Non. Mais si la personne est pour en faire, ça va arriver un petit peu plus vite. Euh, Puis une autre étude qui est sortie en France, j'en ai pas vu des Canadiennes ni Américaines, mais en France, ils disent que 50% des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer présentent aussi de l'apnée du sommeil obstructive. Donc, il y a vraiment là un petit lien là, avec l'Alzheimer à ne pas prendre à la légère. Fait que ça, c'est ce qui arrive là, vraiment au niveau du cerveau. Par la suite, on va parler évidemment du reste du corps. La première chose qu'on va faire quand on manque d'oxygène la nuit, c'est qu'on va ouvrir la bouche pour prendre un plus grand souffle. Donc, il y a des effets que, vu qu'on respire par la bouche, on a un petit peu plus la bouche sèche. Euh, la bouche sèche peut entraîner certaines problématiques à elle seule, c'est-à-dire évidemment une sensation d'inconfort. Il peut avoir une difficulté à parler, à mâcher, à avaler. On a la bouche pâteuse, là, fait que c'est un petit peu plus difficile. Certaines personnes vont aussi avoir des gerçures sur les lèvres qui peuvent apparaître là, parce que c'est trop sec. Ils peuvent aussi avoir une altération du goût parce que vu que la langue, normalement, elle doit être hydratée pour que toutes les papilles s'activent. Mais si elle est plus sèche, les papilles sont un peu moins présentes, moins bonnes. Il y en a qui vont trouver que surtout le matin, ils vont avoir un petit goût là, différent du reste de la journée. Évidemment, on peut aussi avoir une mauvaise haleine plus rapidement là, avec la bouche sèche parce qu'en fait, ça va favoriser la prolifération des bactéries. Puis ça peut entraîner des infections de gencives, des caries à la longue. Mais la prolifération bactérienne, ben, habituellement, ça sent pas bon. Le sommeil et les hormones. Comme j'ai dit tantôt, dans le stade 3 du sommeil, c'est là qu'on va produire beaucoup, beaucoup d'hormones. Puis le sommeil et nos hormones sont vraiment liés autant pour qu'il y en a qui soient produites, mais ça va aussi influencer la qualité de notre sommeil. Fait qu'un déséquilibre de tout ça, là, ça peut avoir une problématique. Puis les hormones, habituellement, ils ont vraiment un équilibre. Ça l'équilibre notre corps, ça l'équilibre beaucoup de choses. Puis des fois, une hormone va amener un déséquilibre de un et vice-versa. Évidemment, quand on parle de sommeil puis d'hormones, on va parler de la mélatonine, de la sérotonine puis du cortisol. Bon, pour faire une histoire courte, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Fait que c'est elle qui nous rend somnolents. Quand la noirceur arrive, on va avoir un petit peu plus les yeux qui vont se fermer, tout ça, là. Fait que c'est vraiment la mélatonine qui va créer ça. La mélatonine, elle est produite à partir de la sérotonine. Sérotonine qui est en fait l'hormone du bonheur qui est produit en sommeil profond. Fait que si vous avez des sauts d'humeur dans la journée, ben, il vous manque de sérotonine. Vous n'avez pas bien dormi, puis elle n'a pas été créée suffisamment. Quand on se réveille, habituellement, on se sent relaxé, on se sent calme. Ça, c'est le fait de la sérotonine qui est encore présente. Puis une chance qu'elle est là parce que là, avec le lever du jour, il y a le cortisol qui prend le relais. C'est une hormone du stress. Elle nous réveille, elle augmente la température corporelle. On a besoin d'avoir plus d'énergie. Puis le cortisol, vu que c'est un stress, ben là, on ne veut pas être sur les nerfs non plus. Fait que la sérotonine vient équilibrer un petit peu
la sérotonine vient équilibrer le cortisol. Fait qu'on voit là le pattern, là. Si j'ai pas de mélatonine dans le corps parce que j'ai pas assez eu de sérotonine, ben là, je suis mauvaise humeur, je dors pas bien, je m'endors pas. Fait que ça amène beaucoup de problèmes à ce niveau-là. On va aussi parler des hormones, la leptine, la ghréline, puis l'hormone de croissance. La leptine, c'est un réducteur de l'appétit qui est sécrété par les cellules graisseuses. C'est ce qui nous permet en fait de passer 8 heures sans manger parce qu'elle, elle libère un petit... quand elle est libérée, ben, ça dit au cerveau, non, non, j'ai pas faim, non, non, on n'a pas besoin de manger. On se réveille, ben là, c'est la ghréline qui est activée fait que dans l'estomac. Fait que on sécrète un petit peu plus de, de- d'acidité. Donc, on a besoin de manger, on va manger bientôt, on va se remplir d'énergie avec ça. Fait qu'un mauvais sommeil, ça va nous faire ressentir la faim même si on est rassasié. Parce que quand on se réveille, même si on n'a pas ouvert les yeux, comme je disais tantôt, par notre apnée du sommeil, ben, la gréline, elle va prendre le dessus sur la leptine. Ben là, la leptine, elle fait plus son travail. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? On a faim. Fait que le lendemain, on a plus faim. Puis souvent, ça nous fait prendre des aliments souvent riches en énergie le lendemain matin. On a besoin de sucre, on a besoin de gras, on a besoin de l'énergie facile. Ce qui est contradictoire aussi avec la leptine et la ghréline, c'est que quand que parce que la leptine, elle va continuer à être produite, mais quand la ghréline est là, le cerveau ignore un petit peu la leptine. Fait qu'il se dit, ben oui, mais tu me dis que j'ai pas assez mangé, j'ai assez mangé, mais l'autre, il me dit que l'estomac, il est prêt à déjeuner. Fait que on a une petite contrebalance. Fait que le cerveau ignore la leptine qui nous dit que, ben, finalement, on a assez mangé dans la nuit. L'hormone de croissance, elle, elle déclenche les processus de régénération, de construction musculaire et elle fait fondre la graisse. Vu qu'on enlève un petit peu de la leptine parce qu'on enlève du gras, la gréline, elle prend encore plus de place. Fait que c'est tout un cercle vicieux là, que quand on dort pas bien, là, c'est tout ça qui vient en ligne de compte. Puis en parlant des muscles, parce que l'hormone de croissance, oui, ça régénère les muscles. Souvent, quand on est fatigué, on a des fois la petite paupière là, qui tilte. Ben, c'est un peu à cause de ça également. Les muscles sont fatigués facilement. Un mauvais sommeil, donc, nous fait prendre de la masse adipeuse, donc du gras, et nous donne de la difficulté à le perdre à cause que l'hormone de croissance n'est pas là et tout ça. Il y a une étude qui a été montrée, en fait, qu'après juste 5 nuits de sommeil perturbé, on a une prise de poids qui peut survenir. Fait que c'est pas beaucoup, 5 nuits de mauvais sommeil, surtout avec l'apnée du sommeil qui se présente toutes les nuits. Donc, la perte de la prise de poids, elle est flagrante, puis on le sait, l'obésité amène à elle seule plein de problèmes vasculaires, plein de problèmes au niveau du cœur. Donc, c'est un problème à part entière. Je parlais un petit peu de la ghreline qui active l'acidité. Donc, un autre problème que les gens ont quand ils font de l'apnée du sommeil, c'est du reflux gastrique. 60% des personnes atteintes d'apnée du sommeil vont également présenter des symptômes de reflux nocturne. C'est sûr que la position couchée facilite le retour acidique dans l'œsophage, donc dans le tuyau qui relie notre bouche à l'estomac. Donc, ça remonte et malheureusement, quand on dort, on n'a pas non plus le réflexe de dire, ben, on va le ravaler ou on va aller à la salle de bain pour gérer notre acidité. Fait qu'on n'a pas le contrôle de cette acidité-là, où est-ce qu'elle va. Puis, vu qu'on n'a pas le contrôle, bien souvent, elle va aller dans la gorge, elle peut aller un petit peu aussi dans la trachée. Fait que ce qui peut nous amener une toux nocturne, une irritation de la gorge qui, soit dit en passant, est déjà présente avec de l'apnée du sommeil, une sensation d'étouffement, une respiration sifflante. Fait que là, des fois, c'est dur de départager les deux. C'est-tu le reflux qui a entraîné une irritation qui accentue mon apnée du sommeil ou c'est l'irritation qui a, pas l'irritation, mais le fait que j'arrête de respirer
amène de l'acidité qui me fait faire encore plus d'irritation. Fait que c'est vraiment une roue qui tourne, là. Fait que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi. L'apnée du sommeil aussi, elle diminue la pression de façon intermittente sur l'œsophage, ce qui augmente le reflux. Parce qu'habituellement, quand on dort, il y a une pression qui est constante, ce qui nous permet de garder l'acidité en bas. Là, avec le fait que la pression de l'apnée qui se fait au niveau de la gorge, ben, ça joue sur l'œsophage, ben, ça peut avoir un petit remonté rapidement. Je reparle de l'hormone de croissance aussi. On parlait de l'œil qui tilte pour je cherche mes mots. Donc, c'est ça, les muscles là, qui sont malheureusement moins réparés la nuit. Mais ça va aussi avoir un problème, une altération sur le collagène. Fait que ceux qui disaient que il faut dormir pour être beau, c'est un peu vrai. Le collagène, oui, il va aider, il va influencer, là, il va vraiment être influencé par l'hormone de croissance, puis il va garder une élasticité de la peau et renforce nos os et nos tendons. Euh, on a eu certains patients que des ophtalmologistes nous ont envoyé des patients euh, pour plusieurs raisons, mais une des raisons qui arrive quand même régulièrement, c'est le syndrome du floppy eyes. Fait qu'on voit que sur l'image que je vous ai mis, quand on tire nos paupières, la paupière est supposée de rester vraiment là, à sa place. Oui, on est capable de la soulever, là, mais pas tant que ça. Fait qu'il y a une perte d'élasticité vraiment qui, au niveau des paupières, qui est vraiment présente, surtout chez les gens qui font de l'apnée du sommeil, parce que le collagène, ben, il va pas aux bonnes places. Bon, je dis pas que c'est juste l'apnée du sommeil, mais on le voit souvent. Fait que les gens sont vraiment capables d'étirer leurs paupières, les paupières tombent, ça l'amène d'autres problèmes, là. Puis des fois, il faut même aller jusqu'en chirurgie pour ramener les paupières plus remontées, là, pour que la personne puisse mieux voir. Le mécanisme d'urgence dû à la baisse de la qualité du sommeil et la diminution de l'oxygène, j'ai manqué un espace ici, euh, c'est vraiment là, il y a vraiment plein de mécanismes là, qui se mettent en branle quand on arrête de respirer la nuit. Puis c'est pour ça que j'ai mis un feu. Il y a des systèmes d'alarme partout. Euh, Parce que justement, on n'a plus l'oxygène qui est le carburant de la voiture. Puis si on n'a plus de carburant, comme je disais tantôt, on ne va pas super loin. L'inflammation, c'est un mécanisme de sécurité quand que c'est bien géré. Fait que quand on se cogne la petite orteil ou qu'on se cogne quelque part, souvent, on va avoir une boursouflure qui va finir par s'éliminer. L'inflammation aussi nous permet d'avoir un petit guide pour dire j'ai mal ici, j'ai un virus là, puis on amène une inflammation pour empêcher justement le virus d'aller dans tout le corps général. Fait qu'un mauvais sommeil répété, une baisse d'oxygène entraîne une baisse du système de réparation du corps, ce qui va augmenter les mécanismes d'urgence. Puis là, c'est vraiment là, systémique, là, c'est partout. On peut d'ailleurs observer des marqueurs d'inflammation qui vont être présents dans le sang. Les modes de sécurité empêchent la réparation parce que c'est pas une urgence. On veut gérer l'urgence avant de réparer. On réparera après. Là, on a des alarmes. Il faut éteindre les alarmes avant de faire quelque chose. On ne fera pas venir le charpentier quand la maison est en train de flamber. On va rentrer les pompiers, puis après ça, on répare la maison. Fait que c'est un peu le principe là, de l'inflammation. Après une nuit de mauvais sommeil, on peut sentir souvent des courbatures plus longues, des douleurs chroniques qui vont être présentes parce que justement, on n'a pas eu le temps de réparer le muscle qui a travaillé toute la journée parce qu'on a couru un 5 km. C'est, c'est pas important la réparation des muscles. Il faut gérer l'urgence. Le surpoids est associé aussi à un état inflammatoire dû à l'accumulation de cellules immunitaires dans les tissus
dans les tissus gras, ce qui va libérer des actions là, pro-inflammatoires. Les interleukines, le TNFA, c'est des petits voyants lumineux qui disent à toutes les cellules du corps, il y a un problème à ce niveau-là. Fait que les globules rouges, pas les globules rouges, les globules blancs vont aller directement où est-ce que la grosse pancarte qui dit c'est par là, qu'il faut réparer, qu'il faut faire quelque chose. Fait que les marqueurs d'inflammation dans le sang qu'on va voir, ça va être aussi le taux de neutrophils, qui est dans le fond, les neutrophils, c'est un type de globules blancs qui vont être plus nombreux quand on a de l'inflammation. Ils sont déjà les plus nombreux dans le corps. Normalement, on en a 1500 jusqu'à 7000, mais quand on a de l'inflammation, on peut aller beaucoup plus que ça. Euh, on va faire aussi le rapport entre deux globules blancs pour voir le neutrophile puis les lymphocytes, pour voir justement la différence entre les deux. Puis cette différence-là nous dit qu'il y a de l'inflammation quelque part. Fait que la normale, c'est entre 1 et 4, mais là, il y a un débalancement, c'est parce qu'il y a un type de globule blanc qui est vraiment actif pour gérer là, un problème, que ce soit un virus ou l'inflammation. Fait que ça devient vraiment le marqueur d'inflammation chronique. Fait que c'est quelque chose qui est à surveiller. Puis je parle beaucoup de globules blancs. Fait que si on prend les globules blancs pour chercher un virus qui n'existe pas, ben on va faire plus d'infections. Donc, on ne dort pas bien, les globules blancs sont occupés ailleurs, puis on a l'infection qui peut se produire. C'est pour ça que souvent, les gens qui dorment pas bien vont être plus sujets à attraper tout ce qui se passe. Il y en a ils attrapent tout. C'est peut-être parce qu'ils ne dorment pas bien et qu'il y a un petit problème au niveau de l'inflammation, tout ça. On va voir aussi les marqueurs d'inflammation de la protéine réactive qui est créée par le foie euh, ou une infection, là, quand il y a une inflammation, une infection. euh, Puis cette protéine-là, elle amène des complications cardiovasculaires. Fait que c'est pas une super idée d'avoir trop d'inflammation qui sert à rien. L'inflammation avec le sang, bon, à cause de justement l'oxygène qui est pas là, qui active l'inflammation, ça va changer l'environnement sanguin. Cette modification-là de l'environnement sanguin, ça va amener aussi des problèmes au niveau de la coagulation. Les plaquettes qui vont un peu s'agglomérer entre eux autres, le facteur de coagulation, il est un petit peu ce qu'on appelle la cascade de coagulation. Là, il y a certains facteurs, la thrombine, la fibrinogène, qui vont être un peu déréglés. Fait qu'on fait des caillots quand ils ne devraient pas. Ils s'agglomèrent pas super bien. Fait que quand ça s'agglomère pas super bien, ben, ça décolle du tissu. Fait qu'on peut avoir vraiment des bouts de plaques, de caillots qui se promènent, ce qui peut amener beaucoup de problèmes au niveau de l'AVC, tout ça. Euh, Ça va aussi diminuer la capacité de la fibrinolyse. La fibrinolyse, en fait, il y a une petite enzyme là, qui va venir dissoudre les caillots, mais quand il y a de l'inflammation, elle n'est pas très présente. Fait que ça amène encore plus de problèmes de caillots. Euh, Cette espèce d'état procoagulant, comme je disais, là, ça va vraiment amener des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, puis la viscosité du sang aussi va être plus gros. Fait que si on a plus de viscosité, ben, ça passe moins bien dans les tuyaux. Fait que là, on ajoute encore plus de problèmes au niveau cardiovasculaire, puis d'hypertension. Le stress du manque d'oxygène, on vient de voir que ça amène un stress au niveau de la pression artérielle, mais le premier qui va réagir au fait qu'on manque d'oxygène, c'est notre cœur. Le cœur, là, il doit travailler 2 fois plus fort, si c'est pas plus, pour amener le sang puis les globules rouges partout dans le corps. Ce qui va entraîner chez 58% des patients des arythmies. Quand on ne prend pas à cœur là, l'apnée du sommeil, on peut facilement faire des arythmies, la fibrillation
auriculaire. Il peut avoir aussi une augmentation du taux de globules rouges. Ça, je l'ai vu, des personnes qui me disent, ben, je sais pas pourquoi je suis dans ton bureau, mon médecin m'a dit de venir voir parce que j'ai des globules rouges augmentés. Puis on se rend compte que ah, ben, vous faites de l'apnée du sommeil, puis on vous a juste pris plus vite que avant d'avoir d'autres problèmes de fibrillation puis d'arythmie. Le cœur aussi, chez certains patients, on peut voir qu'il va grossir, le muscle, il va vraiment prendre une place plus importante. Puis ça, ben, c'est pas bon que le cœur prenne trop de place. Ça va amener des crises cardiaques, des insuffisances cardiaques. Ça amène vraiment un gros stress sur votre cœur. Il faut comprendre que quand on manque d'oxygène, quand on a de l'apnée du sommeil, moi, je compare ça à quelqu'un qui se fait étrangler. Je prends n'importe quelle personne qui se fait étrangler, la première réaction, ça va être de se débattre pour que on puisse enlever la personne qui nous étrangle. Fait que ça l'amène quoi? Ça l'amène un stress, là. Faut partir à courir, fait que le cœur, là, il vient vraiment, là, il y a un rush d'adrénaline qui va se créer. Fait que c'est vraiment lui qui a le premier stress du fait qu'on manque d'oxygène dans le sang. Puis évidemment, ben, il travaille jamais tout seul, il va travailler avec la pression artérielle. Pourquoi que le cœur travaillerait puis prendrait le petit chemin de campagne quand peut prendre l'autoroute? Ben, si le cœur travaille plus, on augmente d'emblée la pression artérielle pour aller le plus vite possible. Donc, déjà qu'on a parlé de plein de choses qui amènent un problème d'hypertension, ben là, j'en rajoute une autre, le cœur qui travaille trop. Euh, Cette pression-là aussi est pas juste, je peux pas dire c'est juste au niveau, on va aller prendre la circulation, on va l'augmenter juste pour les jambes ou juste pour aller au niveau des cerveaux puis des organes. C'est partout. Il peut pas dire, moi, je veux pas amener là, tout ça. Fait que ça se fait partout. Ça va se faire aussi, la pression qui augmente va aller aussi au niveau des yeux, surtout parce qu'on va au niveau du cerveau, là. Fait qu'il y a un problème déjà de nettoyage, puis de ci, puis de ça. Fait qu'on augmente la pression intraoculaire, puis le manque d'oxygène diminue la vascularisation du nerf optique. Fait que souvent, les gens qui ont du glaucome, le glaucome va être empiré par le fait de pas avoir d'oxygène dans le sang. Fait que le petit nerf optique, il y a de la misère. Puis en plus, j'augmente la pression de l'œil. Fait que souvent, ça arrive aussi que les ophtalmologistes nous envoient des patients. Le seul symptôme qu'ils ont, c'est au cœur, il y a un glaucome non corrigé. On traite l'apnée du sommeil, puis le glaucome, finalement, réagit à toute la médication, les petites gouttes que l'ophtalmologiste a demandé. Fait qu'il y a vraiment une corrélation là, qui est vue là aussi là, avec le glaucome. L'hypertension, elle va augmenter évidemment le risque de décoller des dépôts graisseux qui se trouvent dans les artères ou des petits caillots. Fait que, encore une fois, ça peut entraîner des AVC, des problèmes vasculaires. Là, on peut parler de pontage, on peut parler de plein de choses. Donc, l'apnée du sommeil augmente jusqu'à 3 fois le risque d'AVC quand elle n'est pas corrigée. Donc, c'est pas non plus à prendre à la légère. Puis, la circulation du sang augmentée, ben, le sang se fait nettoyer par les reins. Puis, qu'est-ce qui arrive quand les reins travaillent? Ben, ils remplissent la vessie. Puis, crème, une autre raison de se lever en pleine nuit. Fait qu'on s'en va à la salle de bain pour aller vider la vessie qui s'est remplie parce que les reins travaillaient trop fort. Fait qu'il y a vraiment une corrélation, là. Les gens, souvent, qui font de l'apnée du sommeil, vont dire, ah, moi, je me lève 2, 3, 4, 5 fois dans la nuit pour aller à la salle de bain. Ils ont leur CPAP, puis ils se réveillent plus. Fait que c'est vraiment parce que la circulation sanguine était très importante. Il y a aussi une corrélation là, entre le sommeil et le diabète. Puis l'apnée du sommeil puis le diabète, là, c'est des fois difficile là, à savoir c'est qui empire l'autre. Euh, le diabète sur le sommeil, ben, lui, habituellement, à cause des fluctuations du taux de sucre, va entraîner des troubles du sommeil. Donc, si on parle de l'hyperglycémie, ben, encore une fois, on s'en va à la salle de bain. Fait que là, on a 2 fois de plus de risque d'aller à la salle de bain. À l'inverse, une hypoglycémie,
ben, ça nous fait faire des sueurs nocturnes et des cauchemars. Fait qu'une autre raison de se réveiller. Donc, les fluctuations vont, chez certains patients, faire de l'insomnie. Fait que déjà, on a un sommeil qui est moins réparateur quand on est diabétique. Euh, Bon, dans des cas plus extrêmes, là, il pourrait y avoir des complications neuropathiques, là, diabétiques. Puis ça, c'est une complication qui va affecter les nerfs. Fait que souvent, ça peut entraîner des éveils parce qu'il y en a qui vont avoir des picotements dans les jambes. Ça augmente le risque de syndrome des jambes sans repos. Il y en a qui vont dire qu'ils vont avoir une sensation de brûlure dans les jambes aussi. Fait que ça, c'est vraiment un problème de nerfs là, que le diabète peut causer dans certains cas plus importants. Le mauvais sommeil que cause l'apnée du sommeil, ben, en fait, il va dérégler le métabolique du glucide. En fait, pendant le sommeil, quand on est perturbé, on ne fait pas juste pas gérer les stocks d'énergie, pas juste pour le taux de sucre, là, mais pour toutes les autres aussi. Mais c'est d'autant plus important pour un diabétique là, d'avoir une régularisation de son taux de sucre là, dans la nuit. Quand on a de l'apnée du sommeil, il peut baisser jusqu'à 50% l'action de l'insuline. Euh, Puis l'insuline, elle a une baisse de quantité de 30% quand on a un mauvais sommeil répétitif. Donc, encore une fois, si l'insuline ne peut pas faire son travail puis baisser le taux de sucre, ben, on n'est pas plus avancé. La capacité du corps à utiliser efficacement l'insuline, parce que les cellules, en fait, deviennent moins sensibles à son effet et le taux de sucre dans le sang augmente. Fait on parle souvent là, de résistance à l'insuline parce qu'on devient un peu moins sensible, il y en a un peu tout le temps présent, là, fait que ça peut être problématique. On accroît aussi le risque de diabète quand on fait de l'apnée du sommeil, mais on augmente aussi celui qui est présent s'il y en a un. On dit que 58% des diabétiques de type 2 font de l'apnée du sommeil. Donc, il y a vraiment là une problématique là, à ce niveau-là. Puis, évidemment, là, j'ai pas parlé, mais pas juste pour le diabète, là, mais l'apnée du sommeil là, entraîne aussi beaucoup de problèmes là, au niveau des sueurs nocturnes, quand le taux de sucre est débalancé, tout ça, la recherche énergétique, tout ça, des fois, ça nous fait faire des sueurs nocturnes. Donc, ça aussi, là, ça devient problématique. Fait, en conclusion, l'apnée du sommeil là, affecte vraiment tout le corps à différentes proportions. Euh, donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va avoir toutes ces problématiques-là, mais si vous voyez le tableau, là, on a vraiment plein de pourcentages, là, comme quoi que l'apnée aggrave ces conditions-là là, par un petit peu tous les effets que je vous ai présentés ce soir.